Et vous voyez tous bien l'écran? Oui, 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 super. on voit. Parfait, très bien. Ok, bon, écoutez, on va commencer puisqu'il est 13h03. Je me présente, je suis Louise Nutt, médecin généraliste installée en libéral dans le 92 et puis à Tiertan au CRATB Île-de-France. Et donc, on va vous présenter le webinaire d'aujourd'hui qui a été conçu avec l'équipe du CRATB, Bastien Molo et Florence Torder, et avec mon collègue Sanita. Oui, donc je suis Samita, je suis un autre médecin généraliste présent à Tirtan, ici au CRATB d'Île-de-France. Et on a la chance aussi aujourd'hui d'avoir la participation du professeur Crémieux, qui est président de la commission technique de vaccination, qui, alors je suis pas sûr qu'elle soit encore là, elle va peut-être nous rejoindre un peu plus tard, puisqu'elle a un emploi du temps assez chargé, comme Hyper vous pouvez chargé. l'imaginer. Donc, on vous remercie tous pour votre participation. On en profite pour vous dire de ne pas hésiter à poser des questions au fur et à mesure dans le chat. Peut-être qu'on y répondra au fur et à mesure du 4 minutes, mais aussi peut-être plutôt à la fin. Enfin, on verra comment ça s'articule. Et puis, vous pouvez aussi vous présenter, si vous voulez, dans le chat, Oui, voilà, n'hésitez pas. voilà, votre mode d'exercice, etc., si vous voulez Votre lieu vous d'exercice présenter. aussi. Votre lieu aussi, ouais. Ça nous intéresse. Euh, et oui, vous pouvez aussi vous inscrire, si ce n'est pas encore fait, à notre newsletter pour être au courant de tous nos webinaires et de toutes les activités du CRATV Île-de-France. L'inscription se fait en bas à droite sur la page du site CRATV Île-de-France. Voilà, écoutez, je pense qu'on va démarrer. C'est Ouais, avec le premier, enfin, c'est un cas clinique un peu longitudinal. ouais, voilà. Et donc aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux vaccinations qui nous intéressent tous en ce début d'hiver et avec les recrudescences des bactéries et virus hivernaux. Donc, voilà. Pourquoi Il manque une diapo. Effectivement, non, il y a une Non, il y a diapo une diapo qui s'est Alors, intercalée. ça va pas aller. Donc, on vous présente Paul, 9 mois, qui consulte au cabinet. Il a des vomissements très importants depuis 48 heures. Sa mère n'arrive plus à lui faire prendre le soluté de réhydratation orale. Il n'a pas d'antécédents. Il a aussi des diarrhées dans les 48 heures précédentes. Il est vraiment pas très en forme quand vous le voyez au cabinet. Donc, vous diagnostiquez une gastroentérite aiguë avec une déshydratation et vous décidez de l'adresser au service des urgences pédiatriques le plus proche devant ce tableau. On va peut-être penser du Ouais, coup donc devant, alors non, non, pardon. Par rapport Non, à ce cas de gastroentérite, donc on se posait quelques questions. On vous laisse y répondre. Voilà, un petit sondage par rapport à Paul et à ses symptômes. Est-ce que ça aurait pu être évité? Et par rapport au vaccin à rotavirus dont on va parler dans une minute. Donc, on vous laisse répondre. Est-ce que le rotavirus est impliqué dans plus de 80% des gastroentérites aiguës? Est-ce que le vaccin contre le rotavirus est efficace surtout la première année? Par rapport aux cas d'invagination intestinale aiguë, sont-elles rarissimes et ne concernent-elles que la première dose? je peux pas Est-ce que le l'iconiser. Rotarix et le Rotatec sont équivalents ou le J'ai pas Rotarix le est son. plus efficace? Et quelle est la Tu l'as ou séquence? pas? Parce que je suis bloquée là. Alors, J'ai pas. Je te laisse continuer. hop, euh, et donc, voilà, on vous laisse répondre et puis on Je répondra vous à laisse la fin. encore Voilà, quelques quelques secondes. secondes. Donc, cochez ce qui vous semble vrai. Hop, hop. Voilà, donc, On va attendre encore un petit peu, je ouais, pense. il y a au moins 60% qui est Mm. répondu. Et presque. Ouais. Bon, on va clôturer, regarder un petit peu. Ouais, comme ça, il y a la plupart d'entre vous qui ont répondu et comme ça nous permettra d'avoir un échantillon Ouais. représentatif. Voilà, donc on va continuer. Par rapport à Paul et à sa gastroentérite, donc on va faire un petit zoom sur le vaccin gastroentérite que vous connaissez maintenant bien et sur les gastroentérites et sur leur épidémiologie. Donc, les gastroentérites aiguës de l'enfant et de l'adulte sont principalement causées par des rotavirus et des norovirus. Le rotavirus est impliqué dans 50% des GEA de l'enfant de moins de 5 ans.
Donc, ça fait quand même une grosse proportion. Quand on a en tête qu'en global, on a 4 millions en gros de consultations en médecine générale, alors toute la population confondue, mais chaque année pour une gastroentérite aiguë, donc c'est un volume absolument monstrueux. Et qu'il y a quand même un certain nombre d'enfants qui passent aux urgences pour gastroentérite aiguë. Et les gastroentérites aiguës à rotavirus uniquement concernent 20 000 hospitalisations d'enfants de moins de 3 ans par an. Donc, vacciner tous les enfants, ça permet quand même d'en éviter une grande quantité. Et puis, on voit sur la partie droite de l'image le taux d'incidence de diarrhée aiguë. Donc, en gros, de gastroentérite aiguë, toutes causes confondues, rotavirus et norovirus sur l'année. On voit qu'il y a vraiment un pic hivernal, mais on se rend compte quand même que finalement, toute l'année, il y a quand même des gastroentérites, mais ça, vous le constatez dans vos cabinets. La vaccination, elle est valable pour les bébés qui font l'hiver à la crèche, mais pour tous les bébés, en fait. Les deux vaccins qui sont disponibles en France, donc on a l'Eurotarix et l'Eurotatec, on vous a fait un petit tableau résumant les caractéristiques de chacun. La grande nouveauté qui a maintenant 1 an à peu près, c'est que ces vaccins sont remboursés à 63% par la sécurité sociale parce que c'était un vrai frein de leur coût pour les familles à la vaccination. Donc, le schéma vaccinal, il y a 2 doses pour l'Eurotarix, 3 doses pour l'Eurotatec. On peut commencer dès 6 semaines. Il faut juste avoir fait au moins la première dose avant les 16 semaines de vie. L'efficacité, elle est quand même similaire, avec 93% pour les diarrhées à rotavirus sur le Rotarix et 97% sur le Rotatec. Et dès la première dose, on a une grosse baisse des passages aux urgences et des hospitalisations de l'ordre de 80-90%. La durée d'efficacité, finalement, elle est au moins de 2 ans, probablement de 3 ans minimum. Donc, ça protège la première année de vie, ce qui est très important puisque c'est la première année de vie qui a le plus d'hospitalisation et souvent l'épisode le plus grave, c'est le premier épisode de gastroentérite qu'a l'enfant. Mais en tout cas, on peut se dire que pour toutes leurs années de crèche, ou enfin, en tout cas leurs premières années en collectivité, ils sont protégés contre le rotavirus. Comme vous le savez, c'est des vaccins par voie orale, donc c'est quand même plus facile que par injection. Et voilà, la petite différence, c'est que le Rotarix est monovalent et que le Rotatec est pentavalent, mais dans les faits, l'efficacité est la même. Pour les effets indésirables dont on a parfois beaucoup entendu parler et les cas d'invagination intestinale aiguë, c'est quand même rarissime. C'est seulement après les premières doses et dans les 7 jours suivant la première dose. Et les statistiques nous disent qu'en gros, on a 1,7 cas supplémentaires d'invagination intestinale aiguë pour 100 000 vaccinés contre 43 dans la population générale. Donc vraiment, c'est un surrisque quand même qui est minime par rapport aux bénéfices du vaccin. Et puis les contre-indications, les malformations non-opérées du tube digestif, les déficits immunitaires puisque c'est des vaccins vivants, les antécédents d'invagination intestinale aiguë, et puis la contre-indication temporaire, c'est les diarrhées, puisque ce sont des vaccins vivants, ils peuvent donner un petit syndrome diarrhéique, douleur abdominale pendant 24 heures après l'administration. Voilà. Donc, on va vous donner des réponses. On va vous partager aussi les résultats. On voit que nos questions étaient piégeuses, puisque le rotavirus, effectivement, c'est 80%, c'est pas 80% des GEA, c'est 50%. Mais 50%, c'est déjà beaucoup. Alors, si c'était 80%, là, le vaccin aurait vraiment encore plus d'intérêt. Que le vaccin est surtout efficace la première année, donc ça, vous saviez qu'il est efficace plusieurs années. Que vous étiez aussi d'accord avec les cas d'invagination intestinale aiguë qui sont rarissimes. Et sur l'efficacité du Rotarix et du Rotatec, effectivement, ils ne sont pas plus efficaces, en tout cas, ce n'est pas significatif. Et puis en consultation, effectivement, c'est mieux de faire le vaccin oral avant, puisque pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, c'est un vaccin Rotarix et Rotatec extrêmement sucré qui colle partout. Et le sucre, on sait que chez le nourrisson, ça a un pouvoir antalgique. Et en plus, ça fait d'effet au bout de 5 minutes après l'administration quand on leur administre du sucre ou qu'on les met au sein. Vraiment, il y a un intérêt à commencer par là et après faire le vaccin intramusculaire qui est pour le coup plus douloureux. Voilà. On va passer donc à la suite. Ouais, donc on revoit Paul qui guérit de sa gastroentérite aiguë, qui est sorti d'hospitalisation 2 mois plus tard. Vous prévoyez donc il y a 11 mois de faire son vaccin hexavalent plus le pneumocoque.
Et sa maman est un peu inquiète car il y a eu plein d'enfants malades à Noël dans la famille. Le grand frère de Paul, qui a 4 ans, il est asthmatique. Et après cet épisode d'hospitalisation, elle vous demande de les vacciner contre tous les virus possibles. Donc, on va vous proposer encore une fois un petit sondage par rapport aux vaccinations possibles, donc surtout sur les vaccinations grippe Covid. Est-ce que vous pensez qu'on peut vacciner les 2 enfants contre la grippe, sachant que Paul a 11 mois et son frère 4 ans? Est-ce que seul le frère de Paul est éligible à la vaccination antigrippale? Est-ce que Paul est éligible éventuellement à la vaccination anti-Covid? Et est-ce qu'on peut proposer à Paul, qui a 11 mois, donc on est en octobre, le Beyfortus ou non? Sachant que voilà, Paul est probablement né fin d'année C'est 2022. ça. On lui recalcule sa date de naissance. Donc, on vous laisse une petite minute pour. Mm. Donc, on va commencer à regarder un peu les questions que vous nous avez posées. Ça, c'est surtout les gens qui se présentent. D'accord, C'est parfait. Ça nous aide un petit peu à savoir à qui on s'adresse. On a des IDEC, les infirmières libérales, Mm. génial, pharmacien d'officine, médecin généraliste, trop bien. Medco d'EHPAD, les IGDIS de Mondor et de Coutances. Hop. Bonjour Charlotte. Donc, on va mettre fin au sondage. J'espère que vous êtes prêts. Allez, encore 2 minutes pour que vous soyez 60% à avoir participé. On n'a pas les réponses individuelles, hein, si jamais cela vous inquiète. Oui. C'est vraiment juste pour vous faire participer, puis réfléchir aussi, hein, parce que c'est des questions. Hop, ça y est, vous êtes 50% à avoir 60%. On y va. Et je crois que le professeur Crému nous a rejoint et on la remercie. Et donc, si elle veut intervenir, vraiment, Bien sûr, n'hésitez ouais. pas. Hop. Alors, donc, le vaccin grippe, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc, la grippe, on vous rappelle, 20 000 hospitalisations par an et 9 000 décès en moyenne, ce qui est énorme. La couverture vaccinale grippe, donc c'est vrai qu'elle est recommandée surtout chez les 65 ans et plus, et elle est prise en charge entièrement pour cette population-là qui reçoit chaque année son petit papier de vaccination. Et pourtant, cette population n'est vaccinée qu'à 56%, ce qui est très peu. Et finalement, pas beaucoup plus que le total de la population générale. Donc, on a vraiment un travail pour convaincre les patients de plus de 65 ans qui représentent les principaux hospitalisés dans la grippe. Donc, pour 2023-2024, le remboursement à 100% pour les plus de 65 ans, pour les patients ayant des maladies chroniques, pour les femmes enceintes, pour les patients avec un IMC supérieur à 40, pour les professionnels de santé et des établissements médico-sociaux, et puis pour l'entourage des personnes à risque de grippe grave, pardon. Pour les patients qui n'auraient pas reçu leur petit papier, notamment par exemple pour l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois avec des facteurs de risque, vous pouvez, vous savez, sur votre site Amélie Pro, leur sortir un papier contre la grippe, un bon de prise en charge vaccination grippe anonyme, enfin, vous rajoutez leur nom, et comme ça, ils sont pris en charge à 100% pour qu'il n'y ait pas de frein de ce côté-là. Et donc, la nouveauté cette année, c'est qu'elle est proposée aux enfants de 2 à 17 ans sans un facteur de risque. Donc, tous les enfants de 2 à 17 ans, vous pouvez leur proposer la grippe, la vaccination anti-grippe, et elle est remboursée à 65% pour cette population-là, comme l'injection. Les spécialités disponibles, on vous a mis les principaux. On attend le Fluent Tetra, qui est le vaccin intranasal qui est recommandé préférentiellement pour les 2-17 ans, mais il n'est pas encore disponible. Enfin, en tout cas, d'après les dernières données. Et donc, ce vaccin, comme il est intranasal, non douloureux, il permettrait vraiment d'étendre la vaccination des 2-17 ans, qui sont un gros réservoir en fait de grippe. Et puis le vaccin Flueda pour les patients de plus de 65 ans, mais qui existait déjà l'année dernière et l'année d'avant. En gros, c'est un peu schématique, mais il est 4 fois plus dosé en antigène, donc qui protège encore mieux les patients les plus fragiles contre la grippe. Voilà, pour la vaccination grippe. On va passer, je vais prendre un peu le relais pour Ouais, pas laisser je passe Céline de chasser la gorge.
Donc, pour ce qui est du nouveau concernant la Covid-19, alors il y a la Direction générale de la santé qui a fait un très bon DGS urgent que du coup je vais reprendre. Quoi de neuf, en gros, globalement, la campagne a été avancée au 2 octobre. Donc là, elle a déjà commencé. Vous pouvez déjà proposer cette vaccination à vos patients. À partir du 17 octobre, pour le moment, on pourra proposer également la grippe. Alors, il n'y a toujours pas de vaccin administrable dans la même galénique, mais voilà, on peut proposer une co-administration des deux à partir du 17. La cible, c'est toujours la même. Donc voilà, vous voyez que c'est globalement les mêmes choses que ce qu'on connaît déjà bien. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui est assez notable, c'est que maintenant, la vaccination est proposée et ouverte à toute personne à partir de 6 mois de vie qui serait en dehors de cette cible. Donc vraiment, tous vos patients de plus de 6 mois, s'ils le souhaitent, peuvent recevoir cette vaccination. Pour ce qui est des délais, là aussi, ça a été assez simplifié dans la mesure où maintenant on passe à 6 mois après la dernière injection ou après la dernière infection par la Covid pour tous les patients, sauf la population particulière des patients immunodéprimés qui, eux, ont leur délai réduit à 3 mois. Pareil, pour ce qui est des vaccins proposés, ça a été assez simplifié, puisque pour le moment, il n'y a que le Comirnaty, donc le vaccin ARNM de Pfizer, qui est donc adapté aux variants XBB 1.5. Donc Omicron, c'est voilà, il est adapté, qui est proposé en première intention, donc 3 dosages pour les trois tranches d'âge. Alors bon, comme vous voyez, toujours pas de flacon unidose, ça c'est pas cool pour nous, parce que c'est quelque chose qui nous aurait bien arrangé, mais bon. On peut proposer effectivement le vaccin de Sanofi en deuxième intention. Il y aurait possiblement un autre vaccin RNM adapté donc à ce variant qui pourrait avoir l'AMM, celui de Novavax, en novembre, donc affaire à suivre. Mais pour le moment, c'est celui-ci qui est proposé, donc c'est fortement simplifié. Et donc le schéma, pareil, il a été modifié. Donc globalement, on considère que toute personne à partir de 5 ans ou alors toute personne qui a déjà été vaccinée ou infectée ne doit recevoir qu'une dose, parce qu'on estime qu'à partir de 5 ans, tout le monde a été ou vacciné ou forcément infecté. On estime que voilà, 100% de la population l'a déjà eu à cet âge-là. Par contre, si on parle d'enfants qui ont donc entre 6 mois et 4 ans et qui n'ont ni été infectés de façon prouvée ni primo-vaccinés, à ce moment-là, on fait un schéma de 3 doses qu'il faut suivre. Donc voilà, 21 jours entre la première et la deuxième dose, 8 semaines entre la deuxième et la troisième. Et donc, s'il y a une infection à n'importe quel moment dans ce schéma, il faut donc attendre 3 mois. Puis pour suivre ce schéma, il faut vraiment les 3 doses, même en cas d'infection durant le schéma. Voilà pour ce qui est des nouveautés pour la Covid. Pour ce qui est de la bronchiolite, qui fait en ce moment voilà, beaucoup la une. Donc ici, on va déjà faire un petit point d'épidémio. Vous avez là une courbe qui montre les différentes épidémies donc, depuis l'hiver 2018-2019. Donc on voit voilà, en vert, en marron, les épidémies donc, avant la pandémie. En bleu, donc c'est depuis la pandémie l'hiver 2021-2022 et en rouge l'hiver dernier. Et donc comme on voit dès et en fait l'hiver 2021, on a quand même une épidémie qui a commencé plus tôt, puisqu'elle a commencé dès la 38e semaine, le pic, ça représente la deuxième moitié de septembre, alors que d'habitude, ça commence plutôt vers la 44e semaine, 6 semaines plus tard, donc vers début novembre. On voit surtout que, donc en rouge, le nombre de passages aux urgences pour les enfants de moins de 2 ans l'hiver dernier a été 2 fois plus important qu'avant le Covid. Donc il y a vraiment eu beaucoup de passages aux urgences, une épidémie voilà, assez intense. Il y a aussi, on voit que les courbes depuis 2021 sont plus élargies, en fait, puisque l'épidémie dure plus longtemps. Elle dure environ un mois de plus. Voilà. Pour autant, à pondérer, vous avez en pointillé le nombre d'hospitalisations. Donc, on voit qu'en rouge, il y a un peu plus d'hospitalisations, mais il n'y en a pas significativement plus par rapport au nombre de passages. Donc, voilà, ce qui permet de pondérer, mais il y a quand même eu une grosse surcharge sur l'offre de soins, qu'elle soit ici le passage aux urgences, mais voilà, c'est un reflet de la charge sur vraiment l'offre de soins ambulatoire de manière générale. Et donc, pour les chiffres, il y a eu près de 75 000 passages aux urgences avec un peu plus de 25 000 hospitalisations. Ça, donc, c'est un petit focus sur l'île de France. Globalement, voilà, on voit que c'est assez superposable puisqu'on voilà, il représente bien quand même on donne une bonne tendance du niveau national.
Et donc, pourquoi c'est un peu embêtant pour nous, puisqu'on a une densité de population très élevée, la plus élevée de toute l'Union européenne, et qu'on a une forte natalité. On représente quand même presque 23% des 700 000 naissances 750 000 naissances par an en France, et avec un indicateur conjoncturel, je vais y arriver, de fécondité, qui est le deuxième après le PACA, 1,81 enfants par femme. Donc voilà, on a une densité, une natalité qui est assez importante. Or, vraiment, Paris intramuros, on a les mêmes difficultés d'accès aux soins qu'ailleurs en métropole. Donc vraiment, il y a un impact assez important sur l'offre de soins de l'Île-de-France, comme sur le reste de l'Hexagone. On pourrait penser que oui, bon, d'accord, mais effectivement, le bronchiolite, c'est quelque chose qui va surtout concerner et poser des gros problèmes pour des enfants qui sont à risque, des enfants qui ont des malformations cardiaques, des enfants qui ont des dysplasies bronchopulmonaires, des enfants qui ont d'autres pathologies, une prématurité, ce genre de choses, et que c'est surtout eux qui sont à risque, c'est eux qui devraient être concernés par des formes d'immunisation qui existent d'ailleurs déjà, comme on va le voir. En vérité, pas tant ça, puisque ici, vous avez une étude qui a montré euh, l'impact en fait des hospitalisations de 2010 à 2018 ici en France, et on voit qu'en fait 89% des enfants qui ont été hospitalisés pour une infection AVRS étaient nés à terme, et quand on regarde leur profil dans ces enfants hospitalisés, on voit que vous avez les pourcentages, il y a un faible pourcentage des enfants qui effectivement sont dans cette population qui est très à risque des formes graves, mais 87% étaient en bonne santé. Donc vraiment, ça concerne l'ensemble des enfants. Et donc, c'est ce qui a motivé. Alors attention, c'est un peu chargé, mais le but, c'est de vous donner aussi des chiffres pour avoir après le support pour vous. Donc, on avait déjà donc le palivizumab, le Synagis, qui était un anticorps monoclonal qui était proposé donc pour les nourrissons à risque de forme sévère de bronchiolite, donc ceux dont on a parlé là juste avant, qui devait se faire de façon mensuelle sur toute la période épidémique. Et maintenant, donc, on a le nirsevimab, le Beyfortus, qui est donc un anticorps monoclonal qui est humanisé, qui cette fois-ci est proposé pour l'ensemble des nourrissons qui vont faire face à la première saison d'épidémie AVRS, avec une injection cette fois-ci unique par intramusculaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour, voilà, qu'est-ce qui a été étudié pour voir un petit peu et produire cette recommandation. Alors, je vous ai mis beaucoup d'études. Vous avez les deux études qui ont été étudiées pour l'AMM, l'étude Medley et celle-ci qui est sur des enfants prématurés, parce que celle-ci n'était pas seulement sur des enfants prématurés. Et je vous ai surtout détaillé l'étude Harmonie, qui est une étude qui a porté sur plus de nourrissons, elle a porté sur plus de 1000 nourrissons durant l'hiver 2021-2022. C'est un essai qui était ouvert contre placebo. Et donc, on montrait qu'il y avait une réduction à la fois des hospitalisations pour infection AVRS, une réduction de 83% du risque relatif, à la fois également pour les infections AVRS sévères, donc celles qui nécessitaient de l'oxygène, des SPO2 inférieurs à 90%, de 75%. Et quand on prend les bronchiolites, toutes causes confondues, donc VRS et non VRS, on a une réduction du risque relatif de 58% quand même. Donc, tout ça est significatif, avec une tolérance qui était similaire au placebo. Donc ça, c'est un communiqué de presse. Hein. Pour le moment, on n'a pas encore exactement, pour être parfaitement transparent, le détail de cette population, contrairement aux deux autres études. C'est pour ça que je les ai quand même indiquées. Il faut aussi dire que voilà, en 2021-2022, il y avait une immunité qui était passive, qui était assez basse, vu qu'on sortait en fait de toutes les mesures de confinement. Tout ça pour pondérer probablement l'efficacité en vie réelle, mais on a quand même des chiffres qui sont encourageants. Et donc, en bas, vous avez une étude de tolérance qui a été menée, l'étude Medley, qui était cette fois-ci versus donc, le Synagis, avec une cohorte d'enfants prématurés, une cohorte d'enfants avec donc, les pathologies qui les mettent à risque de forme sévère. Et on regarde en fait au bout de 151 jours, donc on a au bout de 5 mois des effets indésirables similaires, avec même des taux d'anticorps anti-médicaments moins importants pour le Beyfortus. Voilà le rationnel qui a mené à cette recommandation. Maintenant, de façon très pratique, donc globalement, c'est indiqué pour tout nourrisson qui est né à partir du 6 février 2023, donc un nourrisson qui n'a pas encore connu sa première épidémie de VRS. On le propose depuis le 15 septembre, donc maintenant dans toutes les maternités, les PMI. C'est une prescription qui se fait sur ordonnance classique.
j'allais dire une bêtise, donc un produit qui se conserve donc, au réfrigérateur. Une fois qu'on le sort, il faut le protéger de la lumière et l'utiliser dans les 8 heures. Ça se fait donc en intramusculaire, en face antérolatérale de cuisse pour donc, ces nourrissons. Alors, effectivement, comme vous avez déjà dû probablement le voir, il a été victime de son succès, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Alors c'est sûr que nous, on est un peu embêtés parce qu'on avait commencé à se préparer en ambulatoire, mais on a plus de 80% d'adhésion aux sorties des PMI, sorties de maternité. Donc c'est pour ça que pour le moment, la campagne en ambulatoire a été reportée à novembre, avec donc un cut-off de 5 kilos pour les dosages, 50 mg avant, 100 mg à partir de 5 kilos, une co-administration possible avec tous les vaccins de l'enfance sans aucun délai, avec toujours les mêmes recommandations d'espacer 2,5 cm sur la cuisse de l'enfant, et une prise en charge donc sans avance de frais pour l'hiver 2023 à 100% voilà, pour le moment. Donc, on va corriger. Donc, on ne peut pas vacciner tous les deux contre la grippe puisque seul son frère est éligible puisqu'il est à risque et que Paul ne l'est pas et que Paul n'a pas encore 2 ans. Par contre, les deux, et donc Paul également, sont éligibles puisqu'ils ont plus de 6 mois à la vaccination contre le Covid. Et enfin, donc le B-Fortus, Paul est né avant le 6 février, donc il n'est pas éligible puisqu'il a déjà connu une épidémie de VRS. Hop, on va passer du coup à la suite. Donc, Paul a toujours 11 mois, mais cette fois-ci, sa maman, elle a vu donc un spot télé sur les infections invasives méningocoques, les méningites, et elle a entendu que l'année dernière, il y a eu énormément de méningites. Elle veut être sûre que Paul est bien vacciné contre les méningites, contre toutes les méningites d'ailleurs. Et donc, en regardant son carnet de santé, on remarque qu'il n'a pas été vacciné contre le méningocoque B. Donc, à nouveau, on va vous proposer quelques propositions et donc vous cochez celle que vous pensez être vraie. Est-ce que vous vaccinez Paul par le Bexsero avec 2 doses, puis un rappel dans sa deuxième année de vie, sachant que je vous rappelle qu'il a 11 mois? Est-ce que vous proposez de vacciner Paul plus tard? Parce que là, voilà, c'est un peu embouteillé. Il y a déjà le Priorix, il y a déjà le Nesvac qui arrive à 12 mois. Ça va faire beaucoup avec un méningo B. Est-ce que vous expliquez que si Paul est déjà vacciné contre le méningocoque B, comme vous allez le faire, et qu'il a déjà reçu le Nesvac, il sera protégé contre tout risque de méningite, d'infection invasive à méningocoque? Est-ce que vous lui expliquez à la maman que le Bexsero va également protéger Paul contre d'autres sérogroupes de méningocoque et pas seulement le B? Et enfin, est-ce que vous proposez à Paul une vaccination avec un vaccin tétravalent contre les quatre sérogroupes, les 4 autres sérogroupes A, C, Y et W? On vous laisse 5 minutes pour répondre. Apparemment, c'est une question compliquée. Enfin, C'est une question, voilà, qui est, encore une fois, de toute façon, il n'y a pas de, il y a pas de... Mais c'est hyper compliqué comme question. C'est une question, voilà, on essaye un petit peu de discuter, comme on va le voir. Ouais. Voilà, pas de question. Ouais, je note au fur et à mesure les questions. La question très pertinente de Monsieur Dourier. On vous répondra à la fin sur pourquoi le. Oui, puis on répondra avec le professeur Crémieux. Hein. Ouais, c'est ça. Je liste toutes les questions et puis on vous y répondra à la fin. Allez, on est à 23%. Et le vaccin grippe HD. Monsieur Abdelhamid, qu'est-ce que vous appelez le vaccin grippe HD? Haute dose. Haute dose. Les dose. Flueda, ouais. Ouais. Les Flueda étaient, si c'est bien celui-là dont vous parlez, il était disponible l'année dernière. Donc, normalement, il est disponible cette année. Hein, j'en ai pas encore vu passer personnellement, mais peut-être que les collègues officinaux, mais non, ils n'ont pas été livrés non plus. Donc, mais normalement, il devrait être disponible. Voilà. Là, c'est vraiment le vaccin intranasal où, pour le moment, il a été approuvé, mais c'est en attente. On n'aura peut-être pas encore cet hiver. À voir. Et donc, Madame Robert aussi, c'est une question très intéressante sur pourquoi on vaccine seulement après 2 ans. Les personnes, on y répondra. Avec le professeur du professeur Crémieux. Bon, on va dire qu'il y a une bonne participation. Ouais, on est presque à 50%. Donc, on avance. Alors, ça. Donc, on va faire un point pareil que épidémio, pareil que pour les autres points pour ce qui est des infections invasives à méningocoque. Donc là, vous avez un schéma, un graphique qui vous montre en fait le nombre de cas, mais qu'on a mis sous forme de moyenne glissante sur 3 mois pour montrer un peu les tendances.
En noir, vous avez l'ensemble des cas. Puis après, vous avez chacun des quatre sérogroupes majeurs en France, le B, le C, le W et le Y. On voit qu'à partir vraiment de la 15e, 13e, 15e semaine de 2020, donc à partir du confinement, il y a vraiment un effondrement pour l'ensemble des sérogroupes que ça remonte un petit peu fin 2021 quand on a un petit peu allégé. La question, c'était de se dire qu'est-ce qui se passe là depuis 2022 où on a vraiment levé progressivement l'ensemble des mesures de distanciation, toutes les mesures non pharmaceutiques pour lutter. Et donc, effectivement, il y a eu une augmentation sur l'année et surtout, donc, voilà, dès qu'on a à partir de septembre, dès qu'on a levé les mesures de distanciation, de port de masque, il y a vraiment eu une grosse augmentation du nombre de cas. Donc, dans presque l'ensemble des sérogroupes, puisqu'on voit qu'en rouge, le sérogroupe C, il y a vraiment quasi plus de cas. Là, en 2023, on a 3 cas depuis le début de l'année. Donc, vraiment un nombre de cas qui n'augmente plus du tout, qui avait déjà diminué depuis 2017 avec les changements de recommandation et 2018 avec l'éducation vaccinale. Donc, un exemple vraiment d'un succès euh, pour la vaccination. On voit que le B, lui, en proportion, il s'est à peu près maintenu. Il a suivi, la courbe bleue a suivi celle de la noire, en se maintenant à peu près à la moitié du nombre de cas dans la population générale. Mais on voit que c'est surtout le sérogroupe W en vert et Y en jaune qui ont beaucoup augmenté, avec le sérogroupe Y qui est devenu même le deuxième plus fréquent en 2022. Là, ils sont coude à coude en 2023, mais voilà, avec un nombre très important qui se poursuit là actuellement. Donc vraiment une modification épidémiologique depuis, avec un fort rebond en 2022 depuis la pandémie. Si on essaie de regarder un peu à quoi ça ressemble par tranche d'âge, on voit que ce qui est très intéressant, c'est que donc là, vous avez pour chaque tranche d'âge les années depuis 2018, avec en rose celle depuis le Covid, et on voit qu'en fait en violet, c'est surtout chez les 15-24 ans qu'il y a un gros rebond en 2022. On dépasse en fait le nombre de cas avant le Covid. Donc vraiment, on a tendance à connaître les pics d'incidence, notamment chez les jeunes, chez les moins d'un an, chez les nourrissons. Mais voilà, les adolescents, les jeunes adultes sont un réservoir de la bactérie et on a aussi des cas dans cette tranche d'âge-là. On verra pourquoi c'est intéressant. Donc, après, pour pondérer tout ça, ce qui faisait qu'au niveau du méningocoque B, on ne proposait pas jusqu'à maintenant la vaccination, c'est parce que, de manière générale, on parle quand même d'une maladie qui a une incidence de 1 pour 100 000. Donc, voilà, c'était assez contrasté avec nos voisins européens. La balance bénéfice-risque-coût, elle n'est pas si évidente en fonction des pays. On a également une absence d'effet de la vaccination contre le méningocoque B sur l'acquisition de portage du sérogroupe B, donc des Neisseria meningitidis du groupe B, contrairement par exemple au NESVAC que l'on fait, qui est aussi le tétravalent, qui eux diminuent le portage des sérogroupes concernés. Mais vraiment, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que cette recommandation a changé. D'abord, le fait que le sérogroupe B est majoritaire avant un an. Il y a plus de 70% des infections invasives du sérogroupe B qui sont à sérogroupe B plutôt chez les moins de un an, alors qu'on n'avait aucune recommandation, que la crise du Covid a réduit la proportion de vaccination de manière générale chez les moins d'un an. Donc ce sujet est revenu sur la table, puisqu'il y a une baisse de la vaccination dans la population générale et chez les moins d'un an, qui étaient vraiment ceux où on arrivait bien à avoir une bonne couverture. Et surtout, le plus important, c'est qu'il y a eu des nouvelles données, alors sur la protection croisée, comme on va le voir, mais surtout sur l'équité, puisque le Centre national de référence des méningocoques a montré qu'il y avait une association significative entre la morbimortalité et les hospitalisations pour infection invasive à méningocoque et chez notamment les moins de 2 ans et les bénéficiaires de la CMUC, donc de la CSS maintenant. Donc vraiment, il y a une différence d'équité entre les populations, ce qui a fait beaucoup bouger en fait les choses et mené à cette recommandation. Donc la recommandation actuellement, vous la connaissez, j'imagine, c'est un schéma à 2 doses de primo-vaccination et un rappel. Ce qui est recommandé dans le calendrier vaccinal, donc c'est 3 mois, 5 mois et 12 mois. Là, pour Paul, il avait 11 mois, donc il n'est pas vraiment, on n'a pas encore commencé. Qu'est-ce qu'on fait? Globalement, la règle, c'est que pour les 2 premières doses de la primo-vaccination, c'est toujours 2 mois d'intervalle. Il faut toujours respecter 2 mois d'intervalle entre les 2 premières doses. Et pour ce qui est de la troisième dose du rappel, ça dépend en fait du moment où on a commencé. Si c'est entre 2 et 5 mois, donc comme ce qui est recommandé euh, pour les nourrissons, donc on fait le rappel entre 12 et 15 mois en respectant au moins 6 mois après la deuxième dose. Si
on commence entre 6 et 11 mois, comme c'est le cas de Paul, on le fait durant la deuxième année en respectant au moins 2 mois après la primo-vaccination. Mais le plus important, c'est entre 12, si voilà, on commence après l'âge de 1 an, entre 1 et 2 ans, il faut respecter 12 à 23 mois après la deuxième dose. Pourquoi? Parce que à partir de 1 an, il est probable que le titre bactéricide en anticorps est plus long. Euh, donc, effectivement, on peut attendre un petit peu plus longtemps. Et plus tard on fait cette vaccination, plus longtemps ce titre dure. Voilà, rationnel pour différencier cette population-là. Après, on peut appliquer un rationnel qui existe pour d'autres vaccinations et les réduire à 6 mois. Mais voilà les recommandations. Pour ce qui est de l'efficacité attendue en vie réelle de ce vaccin, il est encore trop tôt pour l'évaluer chez nous. On peut, voilà, je vais vous donner un intervalle de confiance qui est entre 50 et 99%, donc ça ne nous indique pas grand-chose. Donc, je vous ai mis quelques données de nos voisins avec leurs différents schémas. Donc, pour l'Angleterre, qui propose depuis septembre 2015, on est à peu près à 80% d'efficacité. Pour l'Italie, qui le propose depuis 2017, janvier 2017, si je ne dis pas de bêtises, on est à plus de 90% d'efficacité avec une particularité en Toscane puisqu'il propose un schéma à 3+1 et non pas à 2+1 dose. Et donc au Portugal, qui eux le recommandent depuis 2019, on a globalement 80 à 90% d'efficacité en vie réelle, qui est ce qu'on peut espérer chez nous, sachant quand même qu'il faut pondérer que le fait que, par exemple, en Angleterre, on est à presque 88% de couverture vaccinale après 2 ans. Pour ce qui est des effets secondaires, puisque c'est un vaccin qui est assez réactogène, je pense que vous le savez déjà, je vous ai mis ici rapidement l'étude randomisée qui avait été faite sur les effets secondaires, les plus importants étant les effets locaux, notamment la douleur et la fièvre. Et donc, à droite, je vous ai mis une méta-analyse qui essaie une revue de la littérature plutôt, qui vraiment regarde les co-administrations avec d'autres vaccins, notamment donc, ceux qu'on fait à 5 mois, le Nesvac, le Rotarix, et ceux qu'on fait à 12 mois, donc le Priorix et le Nesvac également. Pas d'augmentation de la réactogénicité lors des co-administrations avec ces vaccins-là, mais également avec les autres, et aussi une réduction significative des effets indésirables quand on administre du paracétamol en prophylactique. Donc vraiment, voilà, on peut le co-administrer. Toutefois, si vous ne vouliez pas embouteiller, notamment à 12 mois avec le Priorix, Infovax s'était positionné en proposant de plutôt retarder le méningocé, le Nesvac, puisqu'il y a déjà eu une vaccination et que, comme on va le voir, le Vexéo peut aussi conférer une protection croisée avec d'autres sérogroupes. On va l'aborder justement, l'effet un petit peu qui se coule de cette vaccination. En bas, d'abord, le fait que, donc, déjà, dès 2016, on s'était rendu compte qu'il y avait un effet sur d'autres sérogroupes. Et donc, ça a été confirmé. À droite, je vous ai mis un article du New England qui montre que vraiment, on a une protection croisée. Alors, ça ne remplace pas une vaccination par un vaccin tétravalent, on a une protection croisée avec les autres sérogroupes de méningocoque et également avec d'autres Neisseria, notamment le Neisseria gonocoque, avec l'excès d'Oxyvac. Donc, c'est une autre population complètement, mais qui a montré que chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes qui étaient vaccinés, il y avait une baisse de 50% du nombre de gonococcies. Vraiment un effet très intéressant, notamment par rapport à l'antibiorésistance, puisque les Neisseria s'échangent beaucoup ce genre de vecteur. Pour ce qui est de la vaccination tétravalente maintenant, c'est surtout ça qui est un sujet de discussion, puisqu'il existe des vaccins qui ont l'AMM chez nous. Donc, je vous les ai listés là en bas. Il y a le Menveo, dont je ne vais pas énormément parler, puisqu'il a été supplanté par les deux autres qui est autorisé à partir de 2 ans, qui est l'AMM à partir de 2 ans, et donc surtout le Nimenrix, qui l'a à partir de 6 semaines avec un schéma, donc à partir de 12 mois en une dose, et le dernier, le Menquadfi depuis 2020, qui, pareil, a la même depuis 12 mois, avec, pareil, une injection à 12 mois. Ils ont l'AMM, ils ne font pas encore l'objet d'une recommandation. Et donc, c'est une discussion qui est intéressante, parce que comme on l'a vu, on a quand même beaucoup de W, beaucoup de Y. Donc, c'est quelque chose qui est préoccupant. On a aussi beaucoup de cas chez les adolescents. Donc, pour essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe à côté, donc l'Angleterre, à droite, elle recommande donc un vaccin d'abord avec un méningo-C à 1 an, puis un rattrapage avec le tétravalent à 14 ans. Ce schéma va probablement être changé avec seulement le tétravalent. Et je vais arriver aux Pays-Bas, pardon, il y a cette fois-ci, eux, ils recommandent que le tétravalent à 14 mois avec un rappel, un rattrapage pardon, à
14 ans. Donc effectivement, ils essayent de cibler les adolescents qui sont ce réservoir. Donc pour vous montrer en Angleterre ce qui se passe, ça, vous rappelez nous notre épidémiologie, ça c'est celle des Anglais. Donc on voit que le B est encore présent, mais que vraiment le W et le Y depuis la vaccination et depuis la pandémie, il n'y a vraiment pas de rebond, contrairement à nous. Donc ça pose la question effectivement de faire bouger les recommandations vaccinales chez nous, notamment pour les adolescents. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui a besoin d'être discuté. Il faut qu'on regarde nos données, il faut qu'on regarde comment on va faire. Et donc, c'est une lettre de cadrage qui a été faite par la HES là, début septembre, avec ici, vous voyez le calendrier. Donc, c'est une discussion qui est en cours et on peut espérer effectivement des recommandations à partir du premier trimestre 2024. On passe à la correction du coup. Donc, effectivement, on peut vacciner Paul durant donc tout de suite. On fait donc les 2 premières doses à 2 mois d'intervalle et le rappel durant la 2e année de vie. Donc voilà, encore une fois, on pouvait l'abbé se dire, voilà, est-ce que vous voulez reporter plutôt le méningo C s'il fallait en faire un, mais vraiment pas de surrisque, pas de problème de rétogénicité si on fait les 3 à 12 mois, surtout avec du paracétamol en prophylactique. Le fait d'être vacciné avec le Bexsero et le Nesvac ne va pas le protéger contre tout risque d'infection invasive, mais il y a quand même une protection croisée qui est conférée par le Bexsero, encore une fois, qui ne remplace pas une vaccination tétravalente. Donc, pour le moment, voilà, c'est celle-ci qui peut être discutable. On ne va pas proposer, puisque ce n'est pas recommandé, une vaccination par tétravalent. Ça a quand même l'AMM, c'est quand même proposé par certains médecins et c'est tout à fait possible. Mais voilà, ces recommandations-là peuvent bouger là dans les prochains mois. Comme l'heure avance, est-ce que, professeur Crémieux, vous voulez intervenir sur le méningo parce qu'il nous reste 15 minutes de questions. Après, on a quasiment fini. Hein, de toute façon, oui, là, la fin est très... Et donc, on a plusieurs questions sur le méningocoque. Peut-être que je vous propose de se finir rapidement et on se laisse un quart d'heure pour la discussion, non? Bien sûr, de toute façon, vraiment, on va finir très vite. Donc voilà, on prescrit les vaccins pour Paul, mais ses parents nous disent qu'ils seront dans le sud à ce moment-là, le mois prochain, et donc ils nous demandent les possibilités de comment faire au plus simple pour vacciner leur enfant. Et donc, un petit rappel juste pour vous dire que maintenant, les pharmaciens et les infirmiers diplômés d'État peuvent maintenant prescrire après une formation de 10h30 et administrer après une formation de 7 ou 8 heures les vaccins recommandés pour les enfants à partir de 11 ans, sauf les vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées, et que les sages-femmes, pareil par décret très récent, peuvent maintenant administrer prescrire et administrer pour l'ensemble des populations qui ont des vaccins recommandés, sauf encore une fois les vaccins vivants atténués chez les immunodéprimés. Et la HAS recommande une extension de ces compétences pour pouvoir commencer dès 24 mois, à la fois pour les pharmaciens et pour les infirmiers. Voilà, juste un petit point. Une petite slide rapidement pour vous résumer, qu'on ne va pas rentrer dans les détails, vraiment, voilà, vous l'ayez pour plus tard. Et on va pouvoir passer aux questions. Voilà. Je laisse un quart d'heure. Il y aura un replay disponible sur notre site et puis le diaporama aussi. Donc, on peut prendre, pour commencer, peut-être la question de M. Dourier qui nous demandait sur le portage du méningo B et le Bexsero. Vous disiez que vous aviez notion que le Bexsero ne baissait pas le portage du méningo B. Je crois qu'on l'a vu dans les diapos. Ouais. Je vais peut-être laisser le professeur Crémieux. Je ne sais pas si le professeur Crémieux souhaite répondre. Non, mais vous avez... je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous avez... Bonjour. Oui. Donc, je vous ai rejoint après quelques minutes, donc j'ai vu l'ensemble de la présentation. Bonjour à tous. Oui, vous avez complètement raison. Il est réputé non efficace sur le portage. Cela dit, comme vous l'avez bien souligné, les pays qui l'ont mis en œuvre et avec des taux de couverture vaccinale importants ont vu une réduction importante de l'incidence. Donc, certes, il est réputé ne pas agir sur le portage, mais malgré tout, il a un impact réel et important sur l'incidence. Merci. Il y a une question qui rejoint, enfin, il y a deux questions qui se rejoignent sur l'intérêt de vacciner après 2 ans avec le Bexsero, puisque c'est plus remboursé après 2 ans. Est-ce qu'il y a un intérêt à le proposer après 2 ans? Et puis, est-ce qu'il y a un âge plus intéressant qu'un autre pour le proposer après 2 ans?
Vous voulez répondre, Samy? Ça, oui, je peux. Donc, Voilà, attendez, je allez-y. vais lire. Et puis on La verra si... question est-il un intérêt à vacciner au-delà de l'âge de 2 ans avec le Vexero? Si oui, quel âge qui est plus intéressant pour reproposer ce vaccin? Alors après, il y a oui un intérêt dans la mesure où c'est surtout avant 1 an que là il y a l'essentiel que le sérogroupe retrouvé en majorité c'est le B, mais effectivement on a toujours un intérêt de le proposer dans la mesure où le sérogroupe B reste majoritaire, qu'on a des pics d'incidence donc bien sûr avant 1 an, on a également les adolescents, les jeunes adultes, également les adultes plus âgés, à partir de 65, de 85 ans, où là le B également est présent. Il y a également l'intérêt du fait que la vaccination contre le B, mais également contre les autres méningocoques aussi, est probablement plus, le titre bactéricide en anticorps est probablement plus long, plus tard on la propose. Donc ça fait partie des discussions sur lesquelles, par rapport notamment à recommandations qu'on pourrait émettre. Donc effectivement, il y a quand même un intérêt à le proposer. Effectivement, ce sera cette fois-ci hors recommandation, euh, hors remboursement. Donc voilà, il y a un intérêt à le proposer effectivement. Après, il faut savoir qu'on reste hors remboursement pour le patient et hors recommandation. Ouais. Donc Alors c'est c'est à vrai prendre. qu'initialement, ouais, initialement, effectivement, dans les recommandations contre la méningite B, ça avait été justifié par le fait que les infections invasives étaient surtout vues, mais vous avez raison de souligner que tout ça, c'est assez discutable chez les moins de 2 ans et que l'efficacité vaccinale, là encore, était réputée moins importante après 2 ans. Avec l'idée était de se concentrer sur la population inférieure à 2 ans aussi, parce que c'est là où il y avait le plus de retard et de délai thérapeutique, puisque le diagnostic était plus difficile. Ce que je tiens à dire, c'est que nous allons là revoir la stratégie de vaccination contre les méningocoques d'une façon générale, puisque aujourd'hui, je dirais les deux points d'alerte, hein, c'est d'une part un méningo B qui a augmenté, qui reste très présent, et d'autre part, alors que le C, comme vous l'avez très bien montré, s'est effondré, hein. Et puis d'autre part, la saillie des sérogroupes non vaccinaux actuels, c'est-à-dire essentiellement le sérogroupe, que je ne dise pas de bêtises, X, ça, non, pardon, je ne sais plus, W, et la nécessité donc de savoir comment on va introduire le quadrivalent, en sachant que à ce jour, je dirais, l'introduction du quadrivalent est considérée comme inéductable. La question, c'est quelle stratégie adopter? Est-ce qu'on adopte plutôt une stratégie anglaise qui va viser essentiellement les jeunes adolescents pour essayer d'avoir un impact sur la population sur laquelle le portage est le plus important, ou est-ce que c'est une stratégie de type Pays-Bas où on va essentiellement se concentrer sur les jeunes, les nourrissons, avec un rappel plus tard chez les adolescents. Donc, on n'a pas encore, je dirais, les éléments pour choisir quelle sera la stratégie la plus efficace en France. C'est la raison pour laquelle les recommandations seront faites l'année prochaine, c'est-à-dire pour être prêt pour la prochaine saison méningo. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez raison de me corriger, effectivement, c'est un rappel. Ouais. Il y a une question du docteur Robert sur la vaccination grippe. Alors peut-être pourquoi vaccine-t-on seulement après l'âge de 2 ans les personnes dans l'entourage de patients à risque? Je me suis peut-être mal exprimée. En fait, on peut vacciner à partir de 6 mois. C'est les nourrissons de moins de 6 mois qu'on ne peut pas vacciner. Et par exemple, si le professeur Crémieux veut répondre, mais je pense que la recommandation pour l'entourage des patients à très haut risque, elle s'applique à partir de 6 mois. Hein. Je me trompe pas. Non, il n'y a pas. Oui. Alors, oui, non, je crois que non, tout à fait, c'est 6 mois. Je pense que là, vous parlez de ce qui n'est d'ailleurs, de la dernière recommandation sur la grippe qui a été proposée, hein, aux enfants de 2 à 17 ans. Hein, c'est la recommandation
enfin c'est le terme, hein, c'est proposer, en sachant que effectivement, comme vous le savez, l'idée était de diminuer la circulation du virus de la grippe. Certains pays ayant beaucoup vacciné les enfants ayant observé une réduction de l'incidence dans la population à risque de forme sévère, c'est-à-dire les sujets âgés. Donc il y a un aspect évidemment de protection des enfants, mais aussi un aspect de réduction de la transmission de la grippe dans les populations à risque. Ok, oui, donc c'était plus une inexactitude quand on avait dit à partir de 2 ans. Il y avait une question de Monsieur Dourier sur le SMR faible attribué au Beyfortus par la HAS. Oui, alors, le HAS, effectivement, c'est la commission de la transparence et non pas. Oui, qui Mais c'est pas la commission examiné technique. oui, le Beyfortus. Ce qui, comme vous le savez, il y avait déjà des anticorps monoclonaux, mais très peu utilisés, mais qui étaient destinés aux enfants à risque, ça s'appelle le Synagis. Et ils se sont déterminés essentiellement par rapport au Synagis qui avait un SMR faible. Et finalement, ils ont donné le même niveau que le Synagis dans les populations dites à risque, parce qu'il n'y a pas eu de démonstration de supériorité. Il y a simplement une démonstration d'un effet équivalent. Par contre, dans les populations de nourrissons non à risque, c'est-à-dire qui n'ont pas de facteur de risque de VRS, comme vous l'avez souligné, qui constituent hein, la majorité des enfants, des nourrissons qui vont être hospitalisés pour VRS, à ce moment-là, donc le SMA a été considéré comme modéré, puisqu'il n'y avait jusqu'à ce jour pas de produit. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire que effectivement, dans la plupart des pays, finalement, vu la facilité d'utilisation du nirsevimab, finalement, il est pratiquement destiné à remplacer le Synagis, comme vous le savez, qui pose un problème d'utilisation parce qu'il faut faire des injections tous les mois. Ok, merci pour cette réponse. N'hésitez pas s'il y a des questions où voilà, on n'a pas exactement répondu ou qu'on n'a pas relevé, n'hésitez pas à les reposer dans le chat. Pardon, le deuxième frein qui a expliqué Oui. le caractère un peu frileux de la commission de la transparence, c'était qu'ils ont considéré qu'il y avait des données sur la diminution d'incidence du VRS, des infections respiratoires basses à VRS, mais pas de données sur l'impact en termes d'hospitalisation, de réanimation et de décès. Voilà, je vous donne le résumé de cet avis. C'est ça, effectivement, oui, parce que l'étude Harmonie a été étudiée, effectivement, mais par rapport à l'AMM, elle n'a pas été prise en compte. C'est les deux autres études que je vous ai mises qui l'avaient été. Et donc, effectivement, il y avait, là, on attend vraiment les résultats détaillés de l'étude Harmonie qui permettront vraiment, effectivement, de définitivement trancher cette question par rapport aux hospitalisations. Alors, le vaccin grippe haute dose, oui, il est disponible. Là encore, on doit revoir les données parce que vous savez que les dernières recommandations de la HAS sur le vaccin haute dose ne le priorisaient pas forcément chez les sujets âgés par rapport au vaccin standard. D'autres pays ont fait différemment, notamment aux États-Unis, où le vaccin haute dose est recommandé chez les personnes plus âgées. On va revoir les recommandations justement pour savoir s'il y a des éléments d'ajustement avec la littérature plus récente. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Il y a une question sur est-ce qu'il y a un intérêt à faire un vaccin Covid en avril 2024 chez un patient de 65 ans sans facteur de risque s'il a eu le Covid en octobre? En fait, c'est pour tout le monde. Alors, s'il a eu le Covid en octobre, attendez, octobre 2000. S'il l'avait maintenant, est-ce qu'il y a intérêt à le faire dans 6 mois, quoi? C'est ça. Non, mais attendez, en octobre, c'est-à-dire là. Si un patient, effectivement, si je me permets de reformuler la question telle que je l'ai comprise, c'est y a-t-il un intérêt chez une personne de plus de 65 ans qui n'a pas de facteur de risque de Covid grave à le revacciner dans 6 mois s'il attrape le Covid actuellement là maintenant?
Est-ce qu'il y a un D'accord. intérêt Donc, pour vacciner en s'il 6 a mois? attrapé, donc vous considérez que s'il vient d'être infecté en octobre, c'est comme s'il avait eu un rappel, hein, ça il faut être Exactement. clair. En tout cas, c'est ce que je Il a comprends eu de la un question. rappel avec les souches actuellement circulantes qui sont des souches XBB et descendants. Donc, il a été bien immunisé pour les souches qui sont actuellement circulantes. Donc, c'est comme s'il avait eu une vaccination. Et bon, ce qu'on espère, c'est que dans 6 mois, mais bon, comme vous le savez, il y a beaucoup d'incertitudes, mais on sera sorti des virus hivernaux. Et si on retrouve une saison aussi calme que celle qu'on a eue à partir de mars 2023, évidemment qu'on ne recommandera pas forcément de faire une vaccination à ce moment-là, et il attendra vraisemblablement octobre 2024 pour se faire vacciner. Voilà. Et on a une question, je pense, d'un médecin coordinateur sur est-ce qu'il faut inciter vraiment le personnel des EHPAD à faire un rappel contre le Covid? Parce que... Alors moi, je suis très favorable à ça parce que en période de circulation forte du virus, le fait d'avoir un personnel vacciné va quand même, pendant, je dirais, mettons, quelques semaines qu'on peut à peu près évaluer à 2, voire 3 mois, avoir quand même une efficacité vaccinale contre les infections, certes imparfaite, certes brève, mais existante. Et par contre, quelqu'un qui est vacciné, alors vacciné et masqué en période de circulation du virus, hein, ça n'empêche pas le masque, hein, qui est quand même très protecteur contre la transmission. Eh bien, cette personne vaccinée et masquée, elle met ceinture et bretelles. Et je vois cette épidémie nous l'a vraiment montré, l'association de méthodes de prévention qui permettent d'être le plus efficace. Donc, il ne faut pas s'en priver. Je pense que c'est un vaccin qui est extraordinairement bien toléré. Je veux dire, on a un recul absolument fantastique et tout ce qui peut être mis en œuvre pour protéger les personnes âgées qui ont quand même payé un tribut mais monstrueux au Covid est bon à prendre. Donc oui, j'y suis extrêmement favorable, comme je suis très favorable à la vaccination grippe dans les services qui reçoivent des personnes à risque. Ouais, C'est très clair. et j'en profite d'ailleurs pour rebondir sur votre propos par rapport à la bronchiolite. Effectivement, on parle là de l'immunisation, mais les mesures vraiment de protection avec le masque et les distanciations restent une arme très très efficace pour ce virus également et de manière générale pour toutes les infections aéroportées. Vraiment, c'est Je rappelle quand même que pour la vaccination grippe, dont effectivement on se pose la question de l'efficacité, je vois que c'est Alexandre l'a posé, Alexandre Merlot, dont une efficacité qui peut varier entre effectivement 30% les mauvaises années et 70%, hein, voire 80% parfois pour le personnel soignant, qui est un personnel jeune, hein, en général de l'âge de 30 ans, sur lesquels l'efficacité du vaccin est meilleure. Et on a montré que dans les EHPAD, lorsque le personnel était vacciné contre la grippe, malgré ces fluctuations d'efficacité vaccinale, il y avait une diminution de la morbidité, de la mortalité et bien sûr des infections grippales chez le personnel soignant et à l'occasion de l'absentéisme dans une période où on a quand même vraiment besoin de personnel soignant. Donc, on a les éléments pour dire qu'une bonne couverture vaccinale de personnel soignant pour la grippe a un impact sur la santé des personnes fragiles, prises en charge dans des établissements hospitaliers. Donc, vraiment, il faut vraiment l'encourager. Okay, bah merci beaucoup, c'est très clair et comme ouais, ça, ça a c'est permis de clair. répondre à la dernière question de M. Merlot. Il est 14 heures, donc on va s'arrêter là. On remercie vraiment beaucoup le professeur Crémieux de nous Oui, avoir merci beaucoup. consacré ce temps et ses réponses très claires. Notre prochain webinaire aura lieu le jeudi 23 Ouais, novembre pour la semaine de l'antibiorésistance. On n'a pas encore le thème, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous bien envoyer un sûr. petit mail parce que voilà, il faut aussi qu'on s'adapte aux demandes. Voilà. Et puis, donc, n'hésitez pas à nous suivre donc, par notre newsletter et à regarder notre site internet avec les informations. Et donc, le webinaire sera en replay très rapidement. Voilà. Merci beaucoup à Merci tous. d'avoir assisté. Merci au professeur Merci. Cagnieux. Merci. Au revoir.